Dans les épisodes précédents, que l'on vous invite d'ailleurs très fortement à écouter pour rester éveillé aux dernières nouveautés de Sagesse et Morito, on a commencé à parler de la culture woke, ce mouvement social de lutte pour la justice sociale et la protection des minorités. Perso, plus je cherche à comprendre, moins je comprends. Ou plutôt, plus je me rends compte que c'est toujours plus compliqué que ce que je pensais. Alors quand notre amie Elsie nous a parlé de la parution de l'ouvrage Woke-washing, capitalisme, consumérisme, opportunisme d'Audrey Millet, ça nous a piqué avec l'équipe. On a voulu en savoir plus et poser quelques questions à l'autrice. Audrey Millet est historienne, chercheuse, autrice et experte en écosystème de la mode française. Elle est chercheuse Marie Sklodowska-Curie à l'université d'Oslo. Elle a les cheveux roses, elle est brillante. Et aujourd'hui, elle est l'invitée de notre podcast Sagesse et Morito. Abonnez-vous ! En vérité, je vous le dis. It is like a finger pointing away to the moon. Audrey Millet, bonjour. On est vraiment hyper content de t'avoir aujourd'hui avec nous. Bonjour Léa. Salut Audrey. Bonjour. Salut. Donc aujourd'hui dans cet épisode de Sagesse et Morito, on est là toute l'équipe, Léa, Jean-Christophe, Christelle, avec une invitée très très spéciale. Mais on va peut-être la laisser un petit peu se présenter. Audrey, quel est ton parcours ? Qui es-tu ? Alors, j'ai un parcours multidisciplinaire, donc je pense qu'il a véritablement construit, structuré ma personnalité et mes écrits aujourd'hui. Donc j'ai été styliste de mode et ensuite je suis retournée à la fac, j'ai fait histoire de l'art, un master, et déjà je travaillais un peu sur le textile, ce qui n'était pas du tout mon but. Et en doctorat, j'ai fait un doctorat en histoire cette fois, sur les dessinateurs de manufacture au XVIIIe et au XIXe siècle. Donc je me situe entre l'économie, vraiment l'histoire économique, l'histoire sociale, les sciences et les techniques. Et aujourd'hui, j'espère arriver à allier tout ceci pour comprendre véritablement les structures du capitalisme et les structures de la consommation. Alors je pense que quand on parle de capitalisme, déjà c'est dans l'objet de l'ouvrage. On va en reparler au fil de l'épisode, parce que tu as un éclairage vraiment très mordant sur le sujet. Et vu que ça nous environne tous, ce sera assez intéressant pour nous et pour les auditeurs de réfléchir un petit peu plus sur la question. Mais est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu plus de ton livre et nous dire ce qui t'a donné envie en tant qu'historienne de multiples disciplines et avec ce parcours aussi riche, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce livre ? Je crois que ce qui m'a donné envie de faire ce livre, c'est que je n'avais plus envie d'écouter de débats, en fait. J'avais juste l'impression que tout le monde venait avec des guns et essayait tout simplement de tuer le voisin. J'ai entendu ce mot woke et je me suis véritablement demandé ce qu'il voulait dire. Parce que je ne me reconnaissais pas dedans. Alors c'est sans doute mon âge, tout simplement. Et en réalité, quand on m'a dit que c'était éveillé, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas. J'ai eu l'impression quand même que toutes les personnes qui étaient à chaque fois interrogées dans des interviews, en fait, travaillaient pour leur propre business, travaillaient pour leur propre entreprise, intellectuelle ou pas, et qu'en fait, cette manière de détourner l'éveil, elle était extrêmement présente dans l'industrie de l'habillement, tout simplement. Et donc, en fait, je ne comprenais pas pourquoi c'était d'actualité, en fait. Parce qu'on sait très bien que les mensonges industriels sont récurrents, on peut les retrouver à très très long terme historiquement. Donc j'ai voulu essayer de fouiller ce terme qui devenait fourre-tout, péjoratif, même une insulte, et je me suis demandé pourquoi tout le monde se réveille maintenant. Ben justement, Audrey, le mot woke est au centre de ton, je rappelle le titre, woke-washing, capitalisme, consumérisme, opportunisme. Alors l'idée de woke-washing, c'est véritablement ça qui est au centre de ton ouvrage. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ce terme woke, d'après toi, il est beaucoup plus vieux qu'on ne le pense.
Comment est-ce que tu l'abordes et quel lien est-ce que tu fais avec le capitalisme en fait? Alors, j'ai d'abord accepté de travailler sur le terme woke parce en fait, c'est un terme très sympa, hyper bienveillant, puisque c'est être conscient des inégalités sociales et raciales, de l'homophobie, du sexisme, des enjeux environnementaux. Moi, jusque-là, je pense que tout va bien. C'est plutôt égalitaire, ça se passe bien. Et c'est aussi, en fait, globalement, porter un regard critique sur les injustices. Alors là, je suis historienne, plutôt spécialiste de la culture ouvrière, ça me branche. Voilà. Là, je me dis oui, c'est mon truc. Et je me suis demandé de quand ça datait. Parce que ça me semblait, je me suis dit quand même, dans le monde, il y a eu des gens éveillés avant, il y a eu l'abolition de l'esclavage. Enfin, je suis un peu pragmatique en réalité. J'ai eu l'impression que ce débat, c'était un écran de fumée, que personne n'avait véritablement fouillé, pas jusqu'à partir de 1950. Bon, pour moi, c'est du journalisme, 1950. Mais au 19e siècle, certaines personnes sont déjà éveillées, et notamment les romantiques. Et c'est plutôt mignon, le romantisme. Ce sont ces gens qui se réveillent au début du 19e siècle et qui disent « Ce monde ne me convient pas, il est trop rigide, il est beaucoup trop rigoureux, cette architecture néoclassique, moi j'ai envie qu'il y en ait une autre, j'en ai marre de cette poésie totalement figée, hyper structurée. Je veux de la diversité, je veux d'autres poèmes, je veux de la créativité. » Bon, je travaille sur l'industrie de l'habillement, je dis magnifique. Et ils voulaient aussi pouvoir s'habiller autrement que comme des bourgeois, avec la redingote bien serrée. Et là, patatras, les industriels arrivent et se disent « Mais ils sont formidables, ces romantiques. Je vais leur proposer une diversité de produits, plein de bibelots. » Et on est en pleine révolution industrielle. Alors, ou industrialisation, vous dites comme vous voulez. C'est-à-dire qu'en plus, on a plein de techniques, de progrès techniques qui arrivent, qui aussi amènent du confort et la démocratisation de plein de produits. Et on ne va pas aller contre ça, évidemment. Mais vous voyez, par exemple, cette vitrine, cette boutique, avec cette vitrine dans la rue. En fait, cette vitrine, ça va devenir une exhibition, une exposition de tout ce que vous n'avez pas, mais que dès maintenant, vous désirez, parce que ça brille, il y a plein de bibelots. Et en fait, on va reprendre ces revendications des romantiques, qui étaient des revendications sociales. On veut être différent, on veut pouvoir accéder à des formes diverses d'art, notamment. Les industriels vont prendre immédiatement ces revendications sociales et politiques de fait. Tu penses que à cette époque-là, justement, les romantiques ont transformé les rapports à la mode ou à l'imitation? On dirait que on passe au même moment d'une société, tu sais, aristocratique, très hiérarchisée, à là, tu commences à avoir l'élite qui va commencer à adopter des modes populaires, ou il y a quelque chose qui se passe quand même là. Oui, il y a quelque chose qui se passe parce qu'en fait, l'imitation est au centre du 19e siècle. Prenez juste un bijou. Avant, vous achetiez de l'or. C'est très très cher. Les Anglais, qui sont quand même les super pros de la révolution industrielle, inventent le plaqué or, un matériau qui est entouré d'or, tout simplement. Donc c'est l'apparence de l'or, voilà. Donc on est dans cette imitation, on arrive très très bientôt à la fin du 19e siècle au développement de l'industrie chimique, donc qui va pouvoir multiplier à moindre coût les produits également. Et toute cette société, c'est assez complexe et c'est difficile, se construit sur les ruines de l'ancien régime, d'un ancien système, d'une ancienne philosophie. Donc, l'aristocrate, petit à petit, n'a plus sa place. Vous savez, cet ancien régime honni. Mais on remplace toujours l'élite par une autre élite. C'est bien le malheur de notre civilisation. Les bourgeois arrivent. Et les bourgeois, en fait, ils vont investir dans des entreprises, toujours essayer de moduler la variable d'ajustement qui va se faire sur le coût du matériau. Mais bon, à un moment... il faut quand même des matériaux pour faire un produit. Et évidemment, la variable, c'est le salaire des ouvriers. Mais c'est comme ça qu'on arrive à cette démocratisation quand même du vêtement, qui est tout à fait louable. Et c'est ce que voulaient aussi les romantiques.
Ce qui est moins louable et ce qu'on comprend moins actuellement, aujourd'hui, c'est cette massification du vêtement. Toujours plus. Et alors justement, dans ton ouvrage, tu dis que les romantiques étaient les premiers wokistes, donc les premières personnes éveillées, et donc les classes bourgeoises et surtout, on va dire, les industriels, dans ce que tu expliques, ce serait aujourd'hui les grandes entreprises qui vont se réapproprier les revendications woke et faire ce que tu appelles dans ton ouvrage du woke washing. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples peut-être ? Oui, je vais vous donner un exemple et on peut même faire un jeu de rôle. Oh, chouette. Alors, Super. je suis une méchante industrielle, d'accord. Oh. En fait, je suis une industrielle, j'ai mon aciérie, j'ai ma sidérurgie ou j'ai ma boutique type Harrods aux États-Unis. Ok, moi je suis un explorateur. Des continents. Non. Mais c'est elle qui donne les règles. Non, C'est- Ah, c'est elle qui donne les rôles, c'est elle qui donne les rôles. Non, je pensais que c'était un jeu. Ok, non, je reprends. Ok, c'est bon. je suis la méchante industrielle, alors je décide. D'accord. Vous, je vais avoir besoin de vous après, Jean-Christophe. Alors, Christelle, vous allez faire grève. Ok. Vous allez faire grève parce que vous êtes hyper mal payé, donc vous allez avec tous vos copains grévistes monter un piquet de grève. Pas content. Voilà, c'est ça. Léa, vous êtes ma milice. Bon choix. Milice privée. Très bon choix. C'est quand même comme ça que ça se passe, hein. C'est-à-dire qu'on va envoyer 3000 mecs d'une milice contre 200 ouvriers. Et en fait, vous allez aller attaquer nos grévistes, donc Christelle. Bon, il y a quand même des morts, ça se passe quand même très mal, et à la fois, étant donné les horaires, la manière, les conditions de travail, on ne peut que cautionner les revendications des travailleurs. Bon, des rumeurs se répandent dans la ville et disent que moi, j'ai commandé l'assassinat des ouvriers. C'est là, Jean-Christophe, que vous intervenez. Vous êtes journaliste. Ah. Vous allez me nettoyer tout ça, s'il vous plaît. D'accord. Et là, on a quand même des journalistes qui, en fait, vont envoyer des dépêches à droite à gauche, vont dire, ben non, tout ceci, ce sont des rumeurs. D'ailleurs, ces ouvriers sont des anarchistes. Ah. Certainement. Ah, je ne savais pas. C'est le moment, vous savez, où on crée le monstre anarchiste. Voilà, vous ne savez pas. Hein. Christelle, il avait été vu dans un café anarchiste, justement. C'est C'est ça. ce qu'il méritait. Il rentre bien dans son rôle. Et vous, parce qu'on a quand même des exemples comme ça dans le washing, je ne veux pas tout vous dire. Vous, ensuite, Jean-Christophe, vous avez compris cette psychologie des foules de Le Bon, ce fameux livre. Vous avez déjà compris avant l'heure les écrits le fantôme de l'opinion publique de Lippmann. Vous avez totalement intégré dans vos gestes et vos actions Propaganda de Bernays. Et en fait, vous, ensuite, vous allez travailler pour Rockefeller et puis vous allez même donner, je suis désolée, un petit coup de pouce au parti nazi. Ils sont pas anarchistes, au moins, eux. Oui, voilà. Mais voilà comment ça se passe. C'est déjà une manipulation des médias. En fait, on nettoie. Donc, washing, laver, on fait du nettoyage de réputation en reprenant les revendications populaires. Alors, vous allez les calmer, les ouvriers, quand même. Enfin, moi, je vais les calmer. J'ai dit, bon, d'accord, ils sont pas d'accord avec ce monde de la consommation qui se met en place. On va leur donner assez d'argent pour qu'ils puissent acheter ma voiture, mes fringues, mes bijoux, et d'ailleurs, je vais même organiser leur vie en dehors de l'entreprise parce que je suis un patron sympa. Voilà, vous voyez les prémices de la RSE, on est bon. Donc, je vais mettre une petite bibliothèque dans l'entreprise, je vais mettre un asile pour vieillards. En plus, vous savez, ça permet de garder toutes les familles. Comme ça, ils ne vont pas changer de niveaux sociaux. Je vais mettre une petite école aussi. C'est bien une petite école. Je pense que ça prendrait un article quand même pour louer vos initiatives. Je vais écrire quelque chose là-dessus. Je vous remercie. N'oubliez pas de parler du club de cyclisme. Ah oui. Fondamental. C'est quand même gros ce que vous dites, comment que c'est le travail de la presse de laver le linge sale d'une certaine façon. Est-ce que vous pensez que c'est encore le cas aujourd'hui ou c'est juste un scénario du 19e siècle, début 20e? Alors, cette semaine, fin mars 2023, il y a quand même...
apparemment, il y a des problèmes. Enfin, il y a un accord entre Le Monde et Chanel. Euh, voilà. Le Monde qui vante particulièrement le M19, une des structures de savoir-faire de design de Chanel, sans citer. En fait, il y a eu un accord. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, c'est ça. Et puis en fait, vous achetez un magazine féminin. Moi, j'ai rien contre les magazines féminins. Je trouve ça plutôt bien que la presse, qu'il y ait beaucoup de presse, qu'il y ait une diversité, c'est vraiment bien. Mais vous avez à chaque page des publicités. Puis il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses dont on ne veut pas parler. Il y a quand même des gens qui ont moins d'interviews que d'autres. Et justement, Audrey, alors j'ai pas du tout envie de couper cet élan parce que je sens que tu as beaucoup de choses croustillantes à nous dire. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ton ouvrage, c'est de montrer ce fossé entre des messages et des actions sociales qui peuvent être portées, peut-être justement pour se redorer un petit peu le blason. On sait qu'on n'est pas une industrie parfaite, mais on va montrer qu'on met des milliards de dollars pour soutenir une ONG qui a la cote. Ce fossé entre cette réalité-là et les réalités beaucoup moins glorieuses de ces industries qui vont aller justement s'implanter en Asie du Sud-Est, dans des lieux où les conditions de travail sont atroces. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça que tu montres l'horreur de ce woke-washing, de dire, oui, bien sûr, ils portent les intérêts de la justice sociale, mais derrière, ils font tout l'inverse et ils perpétuent les injustices sociales, et du coup, ils nous manipulent en nous faisant croire qu'ils sont de notre côté. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors je vais vous donner un exemple. Alors on peut effectivement parler des conditions de travail. Il y en a un autre qui me touche sur cette fameuse inclusivité qui en fait rapporte énormément d'argent. C'est ce que j'ai appelé la pride washing. En fait, on a des pressions croissantes sur les marques de mode, sur divers sujets bien entendu, et les consommateurs actuellement demandent plus d'inclusivité pour la communauté LGBTQIA+. Grande occasion pour les marques qui sont à l'écoute du consommateur, il faut bien l'écouter, et on a de nouveaux sympathisants qui débarquent. Alors, je vous dis de nouveau, c'est pas spécialement des nouvelles marques, mais c'est des marques qui avaient déjà un sacré passif en termes de non-inclusivité et tout ce qui va avec. Oui. Et notamment la marque Abercrombie & Fitch, moi j'ai halluciné à quel point l'hypocrisie peut être dingue. Ils sont signataires notamment de l'Alliance pour la sécurité des travailleurs au Bangladesh, qui est très, très important. Mais en fait, ils sont connus, et on a des reportages sur ça, pour être véritablement des champions de la discrimination raciale. Et l'inventeur du vêtement XXXS. Donc, je suppose qu'un enfant peut rentrer dedans, mais c'était au rayon adulte. En fait, ils sont terribles parce que ils avaient aussi des slogans vantant l'anorexie, clairement, et ils se rachètent une conduite. Alors, ils ont inventé une haute Cologne. Moi, je trouve ça génial aussi, les marques qui, en fait, vous savez, ce sont les marques de chaussures qui ensuite font du parfum. Jamais compris. Bon, je sais pas qui veut sentir des pieds, mais un parfumeur, en fait, c'est un métier. Enfin, vous voyez, c'est un métier. Ouais. Et donc, ils ont sorti une autre Cologne à Abercrombie & Fitch qui s'appelle Fierce Pride Edition. Magnifique. Il y a le mot Pride dedans. Ils ont mis... Ouais, mais ils ont mis Pride, mais si vous comprenez pas, il y a le drapeau arc-en-ciel aussi. Okay, parce que quand même, vous êtes obligé de comprendre. Faut être clair quand même. Vous savez pas lire, voilà, vous savez pas lire, c'est bon. Ils ont fait aussi un don de $200 000 à une organisation qui prévient le suicide des jeunes LGBTQIA+, The Trevor Project. Mais à côté de ça, on sait que Abercrombie & Fitch, ils recrutent des vendeurs au corps parfait, qui mettaient leurs vendeurs avec leurs abdominaux là dans les vitrines, que vous pouviez aller prendre un selfie, mais mince, musclé, blanc, type californien, salut j'ai vu Brad Pitt, et vous alliez vous faire prendre en photo avec les vendeurs torse nu. On sait aussi que les employés non blancs, eux, sont à l'arrière des boutiques en train d'ouvrir les cartons. Mais sinon, ça va. C'est comme ça qu'on wash, ou c'est ce fameux t-shirt. Et
c'est plutôt bien, enfin, que les gens aient envie de dire oui, moi, je supporte l'égalité de tous. Bon, je trouve ça formidable. Et en plus, dit directement sur un t-shirt, c'est hyper visible. C'est efficace quand même. Sauf que ce t-shirt-là, il est fait au Myanmar. Hmm. Et le Myanmar, c'est quand même l'ancienne Birmanie, c'est une junte militaire, personne ne va aller boire un cocktail là-bas. Hein. Ouais, c'est compliqué. Il y a les belles images, puis il y a la réalité qui est moins jolie derrière. Mais on pourrait se faire l'avocat du diable, hein. Certains pourraient argumenter, ok, c'est vrai qu'il y a des pratiques injustes, mais un peu le monde est fait comme ça, on doit tous lutter pour améliorer les choses, et puis on va aller de l'avant petit à petit, mais heureusement qu'il y a des grandes marques, parce qu'elles, au moins, elles peuvent porter les messages pour la justice, pour l'équité, donner $200 000 à des associations qui préviennent le suicide. Est-ce que c'est pas le rôle des corporations, des gens qui ont de l'argent, qui ont de l'influence, d'utiliser cette intelligence, ces avantages, ces ressources, cette influence pour, bénir, pour se faire les artisans aux côtés de l'État. Mais les artisans de la justice, il faut bien des grandes entreprises, il faut bien des grosses fortunes, et puis voilà, ça va retomber ensuite sur les gens qui sont moins capables d'influencer les choses. Alors, j'admettrai qu'il y a un vrai souci dans une grande entreprise, c'est que si vous voulez revoir tout le système, c'est très, très complexe. Parce que vous avez des sièges partout, et en fait, mais le problème principal, il est très simple, c'est la sous-traitance. Ouais. C'est-à-dire que tant que les grandes entreprises n'auront pas leurs usines en propre, et elles peuvent très bien le faire, c'est-à-dire aussi avoir des contrats du coup longue durée avec ces ouvriers, et pas juste les embaucher de manière saisonnière, tant qu'on n'aura pas ça, en fait, on ne pourra pas inspecter et contrôler, et donc aussi donner des amendes, mais conséquentes, à ces grandes entreprises. Ensuite, effectivement, plus on va voir ce type de message inclusif, plus ça va rentrer dans la tête des gens. Donc c'est aussi une diffusion, une dissémination de l'information qui est importante. Mais vous allez donner 10 € à Primark pour ce t-shirt arc-en-ciel qui fait faire ça en Birmanie. Lorsqu'il y a eu le coup d'État militaire au Myanmar, il y a 2 ans, 1000 ouvriers ont été enfermés dans une usine qui sous-traitait pour Primark pour qu'ils n'aillent pas manifester. Je crois que quand vous achetez ce type de t-shirt, vous ne voulez pas ça, et je crois que si vous êtes gay au Myanmar, ça va pas bien se passer. Donc en fait, on est en train, de nous voler 10 €, non mais durement gagné dans la semaine, parce que les salaires sont ce qu'ils sont quand même, de nous voler 10 €, 2, de nous voler notre temps, par exemple le samedi, notre temps culturel, notre temps social, notre temps avec la communauté, et 3, de nous voler notre revendication populaire, notre revendication politique. Un de tes arguments que tu déploies dans ton livre, c'est justement cette idée que on sait que le combat social, ouvrier depuis la fin du 19e siècle, c'est notamment pour que le travail ne prenne pas l'ensemble de notre vie, qu'on ait du temps disponible pour d'autres choses, et que c'est un temps qui est communautaire pour tisser des relations, c'est un temps aussi pour jouer son rôle de citoyen, et les entreprises qui nous poussent à consommer, elles rentrent un petit peu en concurrence avec ce temps qui peut être disponible pour notre épanouissement d'autres manières. Donc on a tendance à vouloir s'épanouir en tant que consommateur, alors qu'il y aurait d'autres manières de s'épanouir, c'est ça ton argument ? En fait, ces entreprises, elles sont rentrées chez nous. Je crois que c'est ça qui est encore plus grave. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas obligé de vous déplacer dans un centre commercial. D'ailleurs, il y a plein de magasins qui ferment. Alors, soi-disant à cause du Covid, mais bon, en fait, moi, je l'ai écrit en 2021, ça, dans le livre noir de la mode, création, production et manipulation, qui est paru avant le Covid. Et j'expliquais que Zara était en train de fermer ses boutiques parce que ça coûte trop cher
Maintenant, il y a Internet. Elles sont chez nous. C'est-à-dire que vous vous couchez, vous avez vos notifications, vous avez un nombre de mails quand même incroyable. Et maintenant, ils sont tous green, c'est éco-responsable, ce sont nos fins de stock. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont surproduit et que c'était prévu qu'ils allaient nous les vendre à ce moment-là, quand même. Donc, c'est vraiment une arnaque totale. Et le fait qu'ils débarquent chez nous et que ces moments, Christelle, vous venez de le dire, ces moments où on se comporte en citoyen, ces moments où on se comporte en père de famille, en membre de la famille également, ces moments où on mange avec les copains, et où on discute de ce qu'on a lu, de ce qu'on a vu, de toutes ces choses. En fait, ils disparaissent. On nous a pris cette part de culture pour en fait faire un divertissement. Je vais vous poser une question assez basique. Le lundi, vous arrivez au travail, on vous dit « Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ?» Mais si tu n'as rien fait ce week-end, on n'est pas obligé de se sentir mal, rejeté, esselé, seul dans sa vie, voyez, rien de spécial, c'est pas grave. Mais en fait, c'est une question qui déjà, si t'as pas été occupé, aujourd'hui, on est toujours obligé d'être proactif. Et de temps en temps, la méditation, la contemplation, ce genre de choses, ça me semble pas du tout une perte de temps. J'ai l'impression que dans ce que tu es en train de dire, tu rejoins beaucoup une thématique qui est très présente dans les épisodes de Sagesse et Morito et que nos auditeurs ont probablement l'habitude d'entendre. C'est tout ce qui est lié à la spiritualité. Et tu parlais en fait là de tout l'effet que cette culture de woke-washing peut avoir sur le consommateur, alors que juste avant, tu contrastais avec les bienfaits de la méditation, de la contemplation, des disciplines éminemment spirituelles. Et en fait, tu fais énormément le parallèle entre le système néocapitaliste, néolibéral et la religion. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Moi, le capitalisme, le néolibéralisme, bon, alors pour moi, c'est la pire religion du monde, hein, clairement. Ouais, carrément. Là, je m'inspire véritablement de... Bah ouais, quand même, elle fait vachement mal, de Max Weber et de Walter Benjamin, que j'aime beaucoup. Donc Weber a fait en 1905, le lien entre capital et religion. Et il explique que la grande réussite du capitalisme, c'est de s'être totalement affranchi en fait des autres religions. C'est-à-dire d'avoir des religions, vous voyez, d'enlever, ces religions sont passées totalement à côté. Maintenant, votre religion, ce sera la petite fringue rose gold. Je vous dis ça parce que j'ai les cheveux roses, vous voyez. Et ce capitalisme, en fait, il est plus exigeant pour moi que l'éthique des religions expiatoires. Il est hyper culpabilisant. Est-ce que vous avez ce nouveau truc ? Vous avez rien fait ce week-end ? Mais pourquoi ? J'avais pas d'argent. Ah, t'es pauvre. Aujourd'hui, si t'as pas de succès, si t'es pauvre, si t'es chômeur, bah, t'es un rejeté. Vous savez, si vous n'avez pas les bonnes baskets à l'école, mais ça fait quand même 30 ans ça, hein. Je veux dire, c'est pas récent. Et tes parents, ils peuvent pas t'acheter des telles marques. C'est extrêmement grave parce qu'en fait, quand même, à la base, les religions, quand même, d'aider son prochain, quoi. Il y a aussi tous ces ordres mendiants. Et en fait, ça a totalement sauté. Vous êtes pauvre, donc vous n'avez pas tous ces produits qu'il faut avoir. Vous êtes moche, hein, du coup. Vous n'êtes pas dans le coup, vous n'avez pas la bonne apparence, donc je te fréquente pas. L'argent, en fait, structure totalement les modes de vie. Personne n'a envie d'être pauvre. Je suis entièrement d'accord. Mais il faut aussi que les chercheurs, notamment en marketing ou en sociologie de la consommation, réinterrogent ce que signifie pauvreté. C'est-à-dire la pauvreté, ces difficultés-là, c'est aussi la mère qui, en septembre, à la rentrée des classes, aura des difficultés à acheter les crampons de son fils qui va aller au football parce qu'il a besoin de crampons, il a le pied plus grand. Ça, c'est la pauvreté. L'accumulation des objets, ça, c'est une maladie. Ça s'appelle la collectionnite. Donc, on nous prend notre argent, on nous prend aussi notre part d'humanité. C'est-à-dire quand même aimer les gens, les trouver super intéressants, se dire qu'ils ont une personnalité,
qu'ils ont leur opinion, qu'ils viennent de telle classe sociale et que c'est formidable et qu'on apprend plein de choses. L'économie nous a totalement colonisés et c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est acheter. En fait, on le savait en préparant l'épisode, il y avait trop de choses à dire. Beaucoup trop. Et comme on ne voulait pas vous priver du génie de notre invité, on a décidé de couper là et de vous garder tout un tas de trésors pour le prochain épisode. It is like a finger pointing away to the moon. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. 3 manières pour soutenir le podcast. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche et mettez un pouce bleu là, en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.